Nous sommes au début des années 1900. La situation est tendue en Russie. Ça fait maintenant des décennies que le régime tsariste se rend de plus en plus impopulaire dans l'opinion publique. Les raisons sont nombreuses et s'accumulent. La plus centrale d'entre elles, sans doute, c'est la question paysanne. La Russie est un empire rural. L'énorme majorité de la population est paysanne et l'industrie prend son temps pour se développer, ce qui explique le retard phénoménal que l'empire a accumulé face aux puissances occidentales et qu'il commence à rattraper petit à petit en ce début de siècle. Il a pendant des siècles subi le servage. Les paysans étaient pour la plupart d'entre eux des esclaves que les nobles ou la couronne pouvaient vendre, échanger, déporter et punir. Non seulement cette situation était misérable, mais elle était en plus terriblement contre-productive sur le plan économique, si bien qu'on a cherché à abolir celle-ci pendant tout le 19e siècle. Le tsar Alexandre II y parvient en 1861, mais les serfs libérés ne récupèrent qu'une partie des terres qu'ils cultivaient auparavant, et ils doivent en plus payer pour celle-ci, d'autant que les nobles gardent pour eux les meilleures d'entre elles. Les anciens serfs n'accèdent pas non plus à la propriété privée, les terres sont mises en commun et partagées au sein de la communauté villageoise. Bref, la réforme est très mal accueillie, autant dans le monde paysan que dans l'intelligentsia. La situation paysanne en ressort pire qu'elle ne l'était avant. Les premiers mouvements révolutionnaires naissent à ce moment et ils ne cesseront jamais de prendre en puissance au fil des décennies. L'empereur Alexandre II lui-même meurt d'une bombe en 1881. En réponse, les tsars mettent en place une ébauche d'état policier. La police gagne des fonctions qui dépassent l'entendement. Elle devient omniprésente et brutale. Dans les campagnes, elle régule la vie de tous. Et en ville, elle gagne le droit de punir sans jugement. Le prototype des polices politiques du XXe siècle naît à ce moment en Russie et prend le nom d'Okhrana. Le développement du capitalisme dans le pays et la doctrine nationaliste des tsars sont d'autres raisons de la montée des tensions, notamment dans les marches de l'Empire, peuplées par des non-russes. Polonais, baltes, finlandais et même biélorusses et ukrainiens, tous trouvent de plus en plus pesante l'autorité de Saint-Pétersbourg. Bref, au début des années 1900, l'ombre de la révolution plane déjà sur l'Empire depuis bien longtemps, et c'est la défaite contre le Japon en 1905 qui lui permet de s'exprimer. En quelques mois, Saint-Pétersbourg s'enflamme, les grèves se multiplient en ville et les révoltes en campagne. Le tsar Nicolas II est forcé de concéder une constitution au pays. L'Empire russe devient, à ce moment, une monarchie constitutionnelle. Dans les faits, on n'attend pas bien longtemps avant de braver celle-ci. L'assemblée née de cette révolution, la Douma, est dissoute 2 fois parce que jugée trop à gauche. Il faut modifier les lois électorales pour obtenir une assemblée où la droite tient la majorité et avec laquelle le tsar accepte enfin de régner. À ce moment, la Russie connaît une véritable croissance. Son industrie se développe rapidement, son commerce extérieur aussi. Elle est en train de rattraper lentement le retard accumulé au siècle précédent. Le plus grand politicien de l'époque, Piotr Stolypine, mène aussi des réformes pour tenter de régler le problème de la paysannerie. Il permet à celle-ci d'accéder à la propriété privée et de quitter les communautés villageoises. Mais cette vague de modernisation se heurte à 2 grands obstacles. L'hostilité du tsar Nicolas II, qui n'a aucune envie de renforcer une monarchie constitutionnelle qui l'exècre, et l'éclatement d'un grand conflit européen en 1914. La révolution vient dans la Saint-Pétersbourg d'alors. Mais des révolutions, on en connaît aussi ici, aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, avec notre sponsor O2 Switch. C'est une entreprise française spécialisée dans l'hébergement web qui propose des solutions ultra performantes avec un stockage illimité sur des SSD NVMe pour héberger tout ce dont vous avez besoin. Votre site, votre nom de domaine, votre boîte mail, votre portfolio ou même votre base de données. Et quel que soit votre objectif, O2 Switch assure vos arrières avec un support français 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez la qualité française et de tout facile utilisation, pas cher et illimité. Vous pouvez créer autant de sites et de boîtes mail que besoin pour mettre en avant votre projet, votre entreprise, etc. Et en plus, avec leur nouvelle offre cloud, vous pouvez profiter d'encore plus de performance et de sécurité avec l'antivirus Immunify 360, qui protège votre hébergement en temps réel. Le tout pour seulement 1,76€ hors taxe par mois la première année, nom de domaine compris. Si vous avez déjà un site, O2 Switch s'occupe de tout, même de la migration gratuite vers leur serveur 100% français. Et avec mon code Histoire10, vous avez 10% de réduction cumulable avec leur offre cloud, qui est déjà une grosse promo. Vous pouvez retrouver tout ça en description et en commentaire épinglé. Et quant à nous... C'est qui? Chut. Comment ça, c'est qui, lui? Histoire, enchanté. Mais on s'en fout. J'en étais où, déjà? Ah oui, 28 juin 1914, un archiduc, celui d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, ayant eu la bonne idée de se balader en décapotable, il se fait tirer dessus avec sa femme. Tous les 2 y passent. Attentat orchestré par un nationaliste serbe à Sarajevo. Voilà, la prochaine fois tu rouleras en Clio comme tout le monde, connard. L'Autriche-Hongrie, pas contente du tout que leur prince impérial, héritier de l'Empire, s'est fait assassiner. Tu m'étonnes. Cependant, le responsable est tout trouvé
trouver la Serbie. Après avoir envoyé un ultimatum refusé par la Serbie, une liste de demandes et compensations volontairement abusives dans l'objectif de se fournir un casus belli, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie un mois après, le 28 juillet 1914. Quel rapport avec la Russie, tu vas me dire? Eh bien, elle se considère comme la protectrice des Slaves des Balkans, c'est le grand frère si tu veux. La Russie amasse alors des troupes aux frontières, l'Allemagne prend les devants et déclare la guerre à la Russie, puis à la France dans la foulée, car alliée de cette dernière. Puis il faut dire que les deux là ont envie de se mettre sur la gueule depuis des décennies, le jeu des alliances prend place, et voilà le début de la Première Guerre mondiale. Tous ces millions de morts à cause de la putain de Serbie. Une guerre qui du côté russe commence pas si bien que ça. L'armée est assez bien fournie certes, même s'il y a des manques, la question est pour combien de temps. La Russie n'est pas du tout prête pour une guerre de longue durée, en y ajoutant une opinion publique vraiment pas favorable à la guerre, des campagnes toujours frustrées par une réforme agraire qui n'a au final rien arrangé. Le tsar, porté par un élan de vengeance, doit gagner à tout prix. Et le tsar Nicolas II a besoin de venger la défaite de la guerre russo-japonaise de 1905 pour regagner en popularité. Faut dire que le régime a pas le vent en poupe, les autocrates c'est plus trop à la mode. Car oui, si la Russie se trouve en conflit avec l'extérieur, à l'intérieur ça grogne pas mal, mais alors pourquoi? Petit retour en arrière, la Douma, née de la première révolution d'octobre 1905 et le tsar ayant le droit de la faire sauter quand bon lui semble, le système d'élection est modifié en 1907 par le ministre Stolypine afin de réduire l'influence des classes les plus pauvres et ainsi favoriser le mouvement modéré et conservateur. Système extrêmement inégalitaire fonctionnant en 4 différentes curies. Après les réformes électorales, il fallait environ, pour élire un député de la curie des paysans, 230 000 voix paysannes contre seulement 200 voix d'aristocrates pour un député noble. Les paysans et une partie de la curie des citadins, c'est-à-dire la bourgeoisie urbaine, votant majoritairement pour des partis révolutionnaires et marxistes, leur représentation est étouffée. Si ce n'est pas les partis qui se font réprimer ou carrément interdire. À partir de 1912, avec l'élection de la 4e Douma et le massacre de 250 mineurs en Sibérie à Lena lors d'une grève, les grèves s'intensifient lourdement dans tout le pays. Le mécontentement populaire s'accroît dû à la menace de la guerre dans un premier temps, voire avec la guerre tout court. Parce que sur le front, c'est pas trop ça. Bataille de Tannenberg en août 1914. Défaite russe qui pique. Pas moins de 100 000 prisonniers. 100 000 prisonniers, putain mais t'en fous quoi Henri, tu les mets où? Bref, petite victoire cependant sur l'Autriche-Hongrie en Galice, toujours ça de prix. On note alors un gros problème de commandement, problème d'armement. Au tout début, certains soldats n'avaient carrément même pas de fusil, gros manque d'infrastructures, pas de route, pas de train, grosse galère. À l'été 1915, l'Allemagne lance une grande offensive sur le front Est qui mène à une percée majeure sur les régiments russes. Défaite de plus pour l'Empire russe lors de la bataille de Varsovie qui inaugure le début du grand retrait jusqu'en septembre 1915. Abandonnant alors Pologne, Lituanie, Lettonie et Galice. C'en est trop pour le tsar qui limoge le commandant et grand-duc Nicolas Nikolaïevitch. Le tsar alors se fait pousser des couilles et décide de prendre lui-même le commandement de l'armée. Ok, Napoléon, on te regarde. Ah là là, catastrophe. Et puis désastre sur tous les plans, le type n'a aucune expérience militaire, alors autant te dire que les troupes avaient déjà le moral au plus bas, mais là ils ont en plus la sérieuse impression d'être dirigés par un gogol. En plus, s'il est au front, qui dirige à Pétrograd? Ah oui, ils ont changé le nom de la ville, ça faisait trop allemand, bon ça je comprends. Sa femme, l'impératrice Alexandra, qui est allemande, aïe 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 aïe, et qui en plus se ferait influencer par un espèce de prêtre chelou sorcier maléfique, le fameux Rasputin. Ah, et puis dans la presse ça y va, décrédibilisation du régime impérial en faisant passer la tsarine d'origine allemande soumise à un charlatan débauché pendant que le tsar est au front à essayer de comprendre dans quel sens on tient son putain de fusil. Et par-dessus tout, lors d'une défaite, les populations avaient toujours eu l'habitude de trouver des boucs émissaires, les Polonais, les Juifs, les Allemands de l'intérieur, mais là, c'est lui le responsable et personne d'autre, c'est lui qui dirige l'armée, ou du moins ce qui ressemble à une armée. L'année 1916 sera bien marquée par l'offensive Brusilov, en juin la meilleure poussée de l'armée russe de toute la guerre, mais au prix de trop grands sacrifices d'hommes et de ressources. La situation dégénère complètement au début de l'année 1917. Les troupes organisent des mutineries, les désertions s'intensifient, la population commence sérieusement à crever la dalle, et le tsar a fait tous les choix possibles et inimaginables pour se faire détester. Il n'a plus aucun support, même l'armée est contre lui. Voyant la situation lui échapper, Nicolas II se voit forcé d'abdiquer à la demande de ses généraux lors de son retour à Pétrograd. Après que son frère ait refusé
refusé de récupérer la couronne, le régime s'effondre le 3 mars 1917, marquant la fin de la révolution de février. Dès lors s'organisent deux formes de gouvernement. D'un côté, le gouvernement provisoire, qui restera provisoire jusqu'à la fin, à l'attente d'une assemblée constituante qui ne verra jamais le jour. Elle est formée dans un premier temps par d'anciens députés plutôt modérés et conservateurs. Au vu de la pression populaire, elle fera rentrer à l'avenir des élus plus progressistes, notamment des socialistes révolutionnaires. De l'autre, vous avez le Soviet de Pétrograd, qui fait son retour après avoir été dissous en 1905. Il est composé de députés élus parmi les usines, les casernes et les quartiers populaires, représentant ainsi majoritairement les soldats et les prolétaires. Il est alors composé surtout de mencheviks. Bon alors ok, mais qu'est-ce que c'est un bolchevique et un menchevik? À la base, ils font partie d'une seule et même entité, le Parti ouvrier social-démocrate de Russie. En 1903, lors du deuxième congrès du parti, un certain Vladimir Lénine se positionne comme le chef du mouvement, mais tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Et lui, frustré et pas content car la lutte doit fonctionner comme lui le veut, il pique une crise et provoque la scission du parti. Avec d'un côté les bolcheviks de Lénine, bolcheviks qui signifie majorité, face aux mencheviks qui signifie minorité. À savoir que les bolcheviks n'ont jamais été majoritaires, sauf à un vote clé de ce même congrès, et les noms sont restés comme ça, ils ont eu la flemme de changer. En gros, les bolcheviks sont les radicaux pour une révolution brutale. Les mencheviks plus modérés pour une révolution par étapes. Il reste des communistes révolutionnaires tout de même, mais plus doux. Vous avez aussi les socialistes révolutionnaires, souvent confondus avec les mencheviks. Ils sont cependant plus réformistes et tirent leur représentation par les paysans qui sont au centre de leurs revendications. Ce sont donc les trois forces politiques majeures du pays à partir de février 1917. Sauf que de février à octobre 1917 vont se succéder 4 gouvernements provisoires qui ne vont rien changer. La population veut une réforme agraire pour devenir enfin propriétaire. La population veut la fin de la guerre parce que ça devient franchement la merde et la population meurt toujours de faim. Un type l'a très bien compris. Lénine et son slogan devient le pain, la paix et la terre. Alors que la situation s'était un peu stabilisée depuis l'abdication du tsar, quelques progrès sociaux notables comme l'abdication de la peine de mort, la dissolution de la police secrète chargée des répressions, on promet alors des élections, une réforme agraire et la paix. L'instabilité politique inquiète, rien n'avance et le gouvernement provisoire perd en importance, d'autant que le Soviet de Pétrograd remet en permanence sa légitimité. Les promesses ne voient pas le jour et pire, ça part en cacahuète. Kerensky, devenu chef du gouvernement provisoire, au lieu de chercher la paix, il se dit « Et si on allait casser la gueule à ces boches ?» Ouais, bon. Des manifestations éclatent partout dans le pays, des pillages, des vols, alors que les bolcheviks regardaient tout ça de loin, les foules s'étant radicalisées, le chef du gouvernement Kerensky en profite et fait emprisonner les leaders bolcheviks. Lénine se barre en Finlande. Kerensky nomme alors le général Kornilov à la tête des forces armées afin de mater les ouvriers se radicalisant de plus en plus, afin de rassurer les riches propriétaires. Il aurait déclaré devant ses officiers à l'été 1917 « Il faut fusiller sur le champ tous les traîtres et les lâches, pas de procès, la patrie est en danger. » Ah bah c'est pas un rigolo. D'autant qu'il ne déteste pas juste les communistes, mais quasi tout le monde, modéré, conservateur, toutes les politiques menées par les gouvernements provisoires successifs. Il juge le gouvernement provisoire de responsable de la débâcle sur le front, ce qui est pas totalement faux. Il décide alors de faire un coup d'état. Bah en même temps, bon, on en est. Bon, ceci dit, j'ai bientôt terminé mon bingo. Il reste quoi? Ah, pour faire face au général Kornilov qui avance avec ses hommes sur Pétrograd, Kerensky fait machine arrière et libère bon nombre de bolcheviks et notamment un certain Léon Trotsky. Il leur fournit des armes et organise la défense. Au final, le coup d'état floppe complètement sans même une bataille. Maintenant, Kerensky a un nouveau problème. Les bolcheviks se retrouvent non seulement armés, mais en plus leur popularité a explosé, les faisant passer nettement devant les autres groupes politiques socialistes. En octobre 1917 et en l'espace de très peu de temps, les bolcheviks prennent toutes les institutions politiques de Pétrograd, sans rencontrer aucune force majeure. Comme il y a plus grand monde pour leur faire de l'ombre, Lénine est revenu à Pétrograd, peut commencer à mettre son plan à exécution. Mais une fois de plus, sa vision est confrontée à celle des autres. Alors que les socialistes révolutionnaires tirent leur épingle du jeu lors du vote de l'Assemblée constituante, Lénine fait bien comprendre que la démocratie, c'est pas trop son truc. Alors il traite tous les autres de contre-révolutionnaires, il ignore toute autre organisation politique en les empêchant de s'exprimer
s'exprimer, il fait tirer sur les foules pas contentes, il instaure une police d'État chargée de réprimer ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Comment ça ressemble à la mise en place d'une dictature? Mais non, mais pas du tout, voyons, pas du tout. Lénine décide de mettre enfin un terme à la participation de la Russie dans la guerre, voyant qu'un traité de paix avec les Allemands les mettrait dans une merde immense vu qu'ils perdent. Trotsky a une idée incroyable. Je cite, ni paix ni guerre. Oui, juste on fait rien. Ouais, décidément, la guerre, c'est pas leur truc. Les Allemands, voyant la voie complètement libre, avancent tout bonnement, plus profondément dans le territoire russe. Logique, ils en profitent, il n'y a plus personne pour leur barrer la route. Les bolcheviks paniquent complet et cèdent sous la pression. Lénine signe alors le traité de paix de Brest-Litovsk le 3 mars 1918. Un traité encore bien pire que celui qu'ils auraient dû avoir avant d'adopter pour ce qui doit être la pire décision militaire stratégique de tous les temps, même si pour le pouvoir russe, la paix était un lourd sacrifice nécessaire. La Russie perd la Pologne, l'Ukraine, la Finlande, les pays baltes, plus d'un quart de leur population et des terres agricoles, ainsi que 3/4 de la production de charbon et de fer. Une humiliation qui finit de consommer la division entre les organisations politiques de gauche et isole les bolcheviks à la tête du pouvoir. Alors, tu feras gaffe, Histor, là t'es en train de me voler la vedette. Alors je reprends où je me suis arrêté. Aussitôt arrivés au pouvoir, les bolcheviks rompent avec l'inaction de leurs prédécesseurs. En quelques mois, on légalise l'expropriation des grands propriétaires terriens, l'abolition de toute forme de rang, de grade ou de titre, tous deviennent de simples citoyens. Les dirigeants communistes eux-mêmes sont payés comme l'est un bon ouvrier. On proclame aussi l'égalité des femmes et des hommes, le droit à l'autodétermination des peuples qui composaient l'ancien empire russe et la séparation de l'église et de l'État. Le clergé est exclu des écoles. Les formations politiques concurrentes du bolchevisme sont interdites, et les ouvriers sont invités à surveiller les patrons. Lénine préfère pour l'instant éviter les nationalisations tant qu'elles ne sont pas nécessaires. Surtout, on fonde rapidement la Tchéka, une nouvelle police politique inspirée de l'Okhrana tsariste. Le premier rôle de cette nouvelle police est de mater la résistance du système financier. Les banques refusent de collaborer avec le nouveau gouvernement, y compris la banque d'État. Résultat, les banques privées sont toutes nationalisées, le contenu des coffres saisi, les actions confisquées et la bourse fermée. Enfin, la dette publique de l'État russe est tout simplement annulée, qu'elle soit intérieure ou extérieure, ce qui n'enchante évidemment pas les alliés. Lénine et ses camarades se heurtent malgré tout à un problème de taille. Maintenant que la révolution est faite, comment amener le pays vers le socialisme? Les bolcheviks ne peuvent s'appuyer sur aucune ou presque expérience du passé pour leur donner la marche à suivre. C'est ce qui les mène tantôt à entreprendre de grandes réformes comme celles menées contre les banques, tantôt à temporiser. En 1918, alors que les troubles intérieurs commencent à s'aggraver, Lénine prêche la prudence. Il déclare pouvoir se contenter, pour l'heure, d'un régime de capitalisme d'État. Le socialisme pourra bien venir plus tard, quand le temps s'y prêtera. Enfin, en réponse à l'échec des pourparlers et à la reprise de l'offensive allemande, les bolcheviks fondent l'Armée Rouge début 1918, peu de temps avant de signer la paix avec l'Allemagne, ce qui, encore une fois, n'enchante pas du tout les alliés. Bientôt, les libéraux et les monarchistes cherchent à lever une armée de volontaires. Bientôt, des troupes britanniques débarquent au nord de la Russie, où elles fondent un gouvernement parallèle, tandis que les troupes japonaises s'enfoncent en Sibérie. Bientôt, surtout, tout un tas de poches de résistance naissent spontanément partout, mais elles se concentrent surtout dans les marches de l'ancien empire. En Ukraine, Géorgie, dans la région du Don ou en Asie centrale. Le pays est en train de sombrer dans le chaos. La Russie sombre peu à peu dans la guerre civile. Toutefois, dans les premiers mois du conflit, les forces engagées de part et d'autre sont encore limitées, et les combats restent généralement de faible intensité. Les affrontements suivent principalement les axes ferroviaires. Les belligérants cherchent à contrôler les gares, et par conséquent, les villes qu'elles desservent. À cette période, le principal foyer de la résistance anti-bolchevique, les Blancs, se situe dans la région du Don, peuplée majoritairement de Cosaques. Lorsque les bolcheviks prennent le contrôle de cette zone, ils y mènent des exactions, notamment des pillages et des massacres, en chassant violemment les éléments contre-révolutionnaires. Ces violences radicalisent la population locale, qui se rallie en grande partie à l'armée blanche. Cette armée du Don, dirigée par le général cosaque Piotr Krasnov, atteint environ 40 000 hommes à l'été 1918. De la même façon, l'armée des volontaires, sous le commandement d'Anton Denikin, ne compte initialement qu'environ 3 000 hommes, mais ce nombre augmente rapidement avec l'arrivée de nombreux opposants aux bolcheviks de tous bords. Anciens militaires de l'armée impériale, aristocrates, étudiants, paysans et même socialistes, portant ses effectifs à environ 40 000 soldats. Ces armées blanches profitent du soutien des Alliés. Les Japonais et les États-Unis débarquent à Vladivostok en juillet 1918. Les Britanniques, soutenus par une coalition internationale, prennent Arkhangelsk en août.
et les Français prennent pied à Odessa en décembre. Les Blancs se font livrer du matériel par ces têtes de pont alliés. Au nord-est, un nouveau pouvoir contre-révolutionnaire se met en place autour de la ville de Samara, le Komouch, formé par d'anciens députés de l'Assemblée dissoute par les bolcheviks. Ceux-ci ambitionnent de restaurer une démocratie parlementaire, mais leur projet séduit peu les masses paysannes, qui perçoivent cette élite politique comme éloignée de leurs intérêts, surtout sur la question de la terre. Malgré ça, le Komouch parvient à s'étendre rapidement grâce à ses propres forces militaires et au soutien de la Légion tchécoslovaque, une unité formée d'anciens prisonniers de guerre et déserteurs de l'armée austro-hongroise qui souhaitent rejoindre le front occidental en traversant la Sibérie. Mais plusieurs escarmouches y éclatent avec les Rouges, ce qui mène la Légion à s'emparer de plusieurs villes le long du transsibérien. Avec cette aide, le Komouch contrôle bientôt un vaste territoire, grand comme l'Italie, et peuplé de plus de 14 millions d'habitants. Cette expansion est en grande partie rendue possible par l'inaction des forces bolcheviques. Cependant, ceux-ci parviennent à mobiliser une importante armée de plus de 70 000 hommes en s'appuyant sur le soutien croissant des paysans, acquis grâce à plusieurs réformes. Les bolcheviks reprennent Kazan, puis Samara. Le Komouch s'effondre peu après, incapable de résister à cette contre-offensive. La contre-révolution se réorganise alors autour de l'amiral Alexandre Kolchak, qui prend le pouvoir à Omsk, en Sibérie, où il établit une dictature militaire. C'est la situation en novembre 1918, au moment où est signé le traité de Versailles, qui met officiellement fin à la Première Guerre mondiale. Ce traité entraîne la libération des territoires russes précédemment occupés par les troupes allemandes, ce qui ouvre de nouveaux fronts dans la guerre civile, notamment en Ukraine et dans les pays baltes, où les interventions étrangères se multiplient. Mais pendant tout ce temps, les choses bougent aussi bien vite chez les bolcheviks. Lénine voulait limiter les nationalisations pour éviter une fuite des capitaux privés, mais c'était sans compter sur la masse prolétaire. Les ouvriers chassent par eux-mêmes les patrons, et le gouvernement, pour ne pas perdre la main, n'a d'autre choix que de prendre la tête de ce mouvement. En quelque temps, les industries lourdes, sucrières et pétrolières passent entre les mains de l'État. S'ajoutent de graves problèmes monétaires en grande partie liés aux grèves nombreuses, une terrible inflation de près de 30% par mois et la prolifération du chômage de masse, qui atteint 70% de la population de Petrograd à cause du retour au pays des anciens soldats mobilisés pour la guerre et de près de 3 millions de prisonniers. La situation est chaotique en tout point, mais pour les bolcheviks, la plus grande menace à ce moment, c'est bien l'avancée des armées blanches. À l'été 1918, le régime soviétique, encore fragile et privé d'une force militaire structurée, vacille. La situation devient critique, au point que l'effondrement du pouvoir bolchevique paraît imminent. C'est dans ce contexte d'urgence que Léon Trotsky, commissaire du peuple à la guerre, entreprend une refonte radicale de l'appareil militaire révolutionnaire. Il juge impératif de transformer l'armée rouge, alors embryonnaire, en une force régulière capable de rivaliser avec les armées blanches et leurs alliés. Dès lors, l'ensemble du pays est placé sous loi martiale, et l'économie nationale est intégralement mobilisée au service de l'effort de guerre. C'est la mise en place du communisme de guerre. La doctrine est de gagner le conflit quoi qu'il en coûte. Trotsky écrit lui-même en 1938 « La guerre civile est la plus cruelle des guerres. Elle ne se conçoit pas sans violence exercée sur des tiers et tenant compte de la technique moderne, sans meurtre de vieillards et d'enfants. » Les Blancs, qui méprisent les masses populaires, appliquent la même doctrine. Au début de la guerre, le général Kornilov, qui dirigeait les opérations de l'armée des volontaires, disait déjà « Même si nous avons à brûler la moitié de la Russie et à verser le sang des 3/4 de la population, nous devrons le faire si c'est nécessaire pour sauver la Russie. » Trotsky enrôle massivement d'anciens officiers de l'armée impériale. Ils sont déjà à 22 000 à la fin de l'année 1918, et leur nombre dépasse 75 000 à la fin du conflit. Au total, environ les 3/4 du corps des officiers de l'armée rouge sont issus des rangs tsaristes. Parallèlement, une politique de conscription de masse est instaurée. Celle-ci se révèle efficace dans les centres urbains, où l'encadrement politique est fort, mais rencontre une vive hostilité dans les campagnes, où les paysans, souvent indifférents à la lutte idéologique entre rouge et blanc, voient dans cette mobilisation un nouveau fardeau imposé par l'État. Malgré ça, les effectifs de l'armée rouge progressent rapidement. 800 000 hommes en janvier 1919, 1,6 million quelques mois plus tard, et jusqu'à atteindre 5 millions de soldats en 1920. Cette croissance spectaculaire pose cependant d'énormes défis logistiques. L'État soviétique, qui sombre dans la crise économique, est incapable de fournir des armes, des uniformes ou même de la nourriture à une telle masse. La discipline se dégrade, provoquant une vague massive de désertion. 1 million de soldats abandonnent les rangs en 1918 et plus de 4 millions en 1921. Ces déserteurs emportent souvent avec eux armes et équipements, ce qui accentue la pénurie et alimente un cercle vicieux. Conscription de masse, ravitaillement déficient, désertion. Tout ça a évidemment des conséquences sur le plan militaire et humain.
L'armée rouge ne peut espérer vaincre les forces blanches qu'en les submergeant numériquement, souvent avec un rapport de 4 contre 1, voire 10 contre 1. En parallèle, le manque de discipline favorise les violences envers les populations civiles. Les exactions se multiplient, tandis que des conditions d'hygiène catastrophiques favorisent la propagation de maladies. En 1920, plus de 30% des effectifs sont immobilisés par une épidémie de typhus, soit plus d'1 million de soldats. Les Alliés n'en sont pas moins surpris par le développement rapide de l'armée rouge. Les Français, à Odessa, perdent vite les espoirs qu'ils avaient mis dans l'armée des volontaires. Ils découvrent avec surprise la discipline et l'efficacité des troupes soviétiques, et l'attractivité de l'armée rouge pour la population. Les troupes françaises rembarquent et quittent la ville en février 1919, seulement 3 mois après s'y être installées. À tout ça s'ajoute un autre problème, l'apparition des Verts. Composés en grande partie de déserteurs, de paysans insurgés et de résistants à l'autorité soviétique comme à celle des Blancs, ceux-ci se réfugient souvent dans les bois et reçoivent parfois l'aide des paysans locaux. Le phénomène est très inquiétant pour les Rouges qui encaissent difficilement cette guérilla dans le dos. La plupart des chefs verts ont disparu sans laisser de traces ou presque, laissant à leurs ennemis rouges et blancs le luxe de limiter leurs actions à du simple brigandage. Mais leur résistance est en général parfaitement légitime. Leurs aspirations sont souvent nationales, contre Moscou et contre les Russes, et sociales. C'est une protestation de la paysannerie pour la liberté du commerce, contre la dictature de la ville, contre la conscription et contre les réquisitions. Parmi ces chefs, celui qui a le plus profondément marqué les esprits, et qui est aussi le seul à avoir pu fuir la Russie, c'est Makhno et son armée ukrainienne anarchiste. Dans ce contexte chaotique, les autorités bolcheviques instaurent le communisme de guerre, un ensemble de mesures qui visent à s'assurer le contrôle total de l'économie, notamment agraire. L'objectif est double, nourrir les villes affamées et ravitailler l'armée. Il est décrété que tous les excédents agricoles doivent être remis à l'État. Cette politique de réquisition se heurte à une forte résistance paysanne, d'autant que l'hyperinflation a rendu la monnaie sans valeur, poussant les producteurs à cacher leurs récoltes. Pour imposer ces réquisitions, les bolcheviks créent une véritable armée du grain, chargée de sillonner les campagnes. On va jusqu'à user de torture pour faire plier les récalcitrants. S'ajoute la Terreur rouge, qui débute avec la création de la Tchéka fin 1917, et dont l'exécution sans jugement du tsar Nicolas II et de sa famille en juillet 1918, face à l'avancée rapide des armées blanches, n'est qu'un élément parmi d'autres. C'est surtout les massacres de civils, les arrestations arbitraires et l'élimination systématique des opposants politiques qui la définissent. Mais le communisme de guerre a aussi d'autres conséquences. Le rétablissement d'une discipline de fer dans l'industrie et la répression des grèves, l'instauration de la gratuité des logements, des transports, de l'eau, de l'électricité et des services publics, le développement de la propagande, ainsi que la mise en place de grands efforts pour alphabétiser et éduquer les masses populaires et les soldats. Fort du rétablissement de son armée, le régime est enfin prêt à reconquérir le pays. Dès la fin des années 1918 donc, les armées blanches commencent à recevoir un soutien limité mais stratégique de la part des puissances alliées. L'amiral Alexandre Koltchak, autoproclamé chef suprême de la Russie blanche, bénéficie notamment d'un approvisionnement suffisant pour équiper environ un demi-million de soldats en 1919, tandis que 30 000 hommes des forces alliées, principalement britanniques, américaines et japonaises, assurent ses arrières en Sibérie. Fort de ce soutien, Koltchak lance une offensive dès la fin de l'année 1918, espérant capitaliser rapidement sur la désorganisation de l'armée rouge. Il choisit de frapper tôt et renonce à une jonction avec les forces du général Dénikine au sud. Il cherche à remporter des succès éclatants pour attirer davantage d'aide occidentale. En décembre 1918, il s'empare de Perm, un centre industriel stratégique, en battant la 3e armée rouge, alors que les bolcheviks font face à de nombreux soulèvements populaires. Emporté par cet élan, Koltchak déclenche une vaste offensive sur 3 fronts, vers Oufa, Viatka et Orenbourg, mobilisant plus de 100 000 hommes. Mais cette armée, hâtivement constituée, souffre d'un manque de cohésion, d'une grave pénurie d'officiers expérimentés et d'une mauvaise logistique. Surtout, Koltchak se montre trop conservateur et s'aliène rapidement la paysannerie. Les masses rurales, qui s'étaient emparées des terres nobles après la Révolution, redoutent par-dessus tout une restauration de l'ancien régime. Incapable de recruter de nouvelles troupes, Koltchak voit son armée fondre au moment même où l'armée rouge bénéficie d'un afflux constant de conscrits. En novembre 1919, contraint d'abandonner Omsk, l'amiral se retrouve avec des forces 2 fois inférieures en nombre et qui se font en plus harceler par les paysans. Il faut encore attendre janvier 1920 pour qu'il soit capturé et exécuté. Les bolcheviks ont été retardés parce qu'ils ont dû détourner des troupes vers le sud pour contrer une autre percée. Effectivement, durant l'été 1919, le général Anton Dénikine engage à son tour une vaste campagne militaire. Depuis le sud de la Russie, ses troupes progressent vers la riche région charbonnière du Donbass avec l'appui de contingents cosaques. Ils s'emparent de Kharkov et Yekaterinoslav,
puis vers Tsaritsyne, dont le général Wrangel s'empare malgré une infériorité numérique. Ces succès sont facilités par un ravitaillement relativement efficace, soutenu par les alliés, alors que les bolcheviks, en particulier en Ukraine, subissent de graves pénuries alimentaires. Ils doivent s'allier avec les anarchistes de Makhno. Fort de ces conquêtes, Dénikine engage sa marche sur Moscou. 3 colonnes convergent vers la capitale soviétique. Wrangel doit progresser le long de la Volga vers Saratov, Penza et Nijni Novgorod. L'armée du Don doit passer par Voronej, et l'armée des volontaires, sous le commandement direct de Dénikine, doit avancer depuis Kharkov jusqu'à Koursk, Orel et Toula. Ce dispositif, très critiqué par Wrangel, s'avère trop ambitieux. Il étire dangereusement le front sans assurer de base solide à l'arrière. Malgré ça, les troupes blanches parviennent à approcher à 400 km de Moscou et provoquent un vent de panique dans les cercles dirigeants bolcheviques. Lénine ordonne alors la mobilisation d'urgence de 120 000 hommes pour protéger la capitale. Dans le même temps, le général Nikolai Yudenich rassemble une armée dans les environs de Petrograd. Pour la première fois, les armées blanches se coordonnent et menacent sérieusement les 2 capitales russes. Mais cette avancée spectaculaire masque d'immenses faiblesses. Dénikine est contraint de détourner des troupes pour affronter en Ukraine les forces de Makhno qui mènent une terrible guérilla contre son ravitaillement, et dans le Caucase contre les insurgés tchétchènes. Les Cosaques, quant à eux, refusent de pousser l'offensive au-delà de leurs terres parce que Dénikine ne leur garantit pas l'autonomie ou l'indépendance. Sans oublier que les Blancs, à l'image de Kolchak, échouent à gagner le soutien de la paysannerie à cause de leur position politique trop réactionnaire. Les enrôlements ne permettent pas de compenser les pertes. Le coup fatal vient des Alliés. Déçus par la débâcle sibérienne, ces derniers réduisent leur aide à Dénikine, ce qui compromet gravement son ravitaillement. Les Rouges, en revanche, bénéficient d'un retour massif des anciens déserteurs paysans, animés par la volonté de défendre les conquêtes agraires face à l'avancée blanche. Plus de 250 000 d'entre eux rejoignent les rangs de l'armée rouge et inversent le rapport de force. La supériorité numérique et des contre-offensives bien coordonnées permettent aux bolcheviks de reprendre l'avantage partout. Sur le front de Petrograd, la défaite de Yudenich s'explique en grande partie par son refus de s'allier aux Finlandais. Ces derniers avaient massé plus de 100 000 hommes à la frontière et proposaient leur appui en échange de la reconnaissance de leur indépendance. Mais fidèle à l'idéologie impériale russe, Yudenich rejette une quelconque alliance qui mènerait à la souveraineté d'un peuple non russe. Les Finlandais acceptent alors l'offre de paix des bolcheviks, qui avaient quant à eux déjà reconnu leur indépendance. Face à la menace blanche, Trotsky se rend personnellement à Petrograd pour organiser la défense de la ville. Il parvient à mobiliser 30 000 hommes sur place, et des renforts lui parviennent rapidement par voie ferrée. En quelques jours, les forces soviétiques alignent 100 000 hommes contre les 15 000 soldats de Yudenich. Après 3 jours d'intenses combats, l'écrasante supériorité numérique des Rouges force les Blancs à battre en retraite. La défaite militaire se double d'un effondrement du moral. Les désertions se multiplient dans les rangs blancs, tandis que les violences à l'encontre des civils s'aggravent. En particulier, des pogroms d'une extrême brutalité contre les populations juives, accusées de collusion avec les bolcheviks. On estime aujourd'hui que ceux-ci ont fait plus de 300 000 victimes juives, auxquelles viennent s'ajouter un grand nombre de victimes politiques. Les armées blanches se dotent de leur propre police politique pour lutter contre les éléments de gauche, qu'ils soient modérés ou non. C'est la terreur blanche. Vaincus, Yudenich et ses troupes se réfugient en Estonie fin 1919, où elles seront désarmées. Dénikine, lui, découragé, s'exile à l'étranger au printemps 1920. Wrangel, enfin, quitte la Russie à la fin de l'année après avoir permis aux militaires et civils qu'il souhaitait d'évacuer à l'étranger avec les restes de la flotte de la mer Noire. Près de 150 000 personnes fuient vers les Balkans, la Turquie ou la France. Les soviétiques sont enfin parvenus à chasser les blancs du pays. Les bolcheviks l'ont emporté, mais à quel prix? La Russie, en 1921, est exsangue. Le pays a été profondément ravagé par 7 années de guerre. La production industrielle a chuté de manière catastrophique. Les infrastructures, notamment les chemins de fer, sont en ruine, et des millions de personnes ont péri dans les combats, les famines et les massacres. Le régime poursuit une politique de répression brutale à l'encontre de ses opposants. La terreur rouge se prolonge. Les campagnes, soumises à de lourdes réquisitions pour nourrir les villes et l'armée, sont frappées de plein fouet par la misère. Ce climat d'oppression conduit à de nouvelles révoltes d'ampleur en 1921. À certains endroits, les autorités bolcheviques perdent toute emprise sur les campagnes, tandis que les grandes villes sont à nouveau secouées par des vagues de grèves ouvrières. Pour le pouvoir, la menace devient existentielle. Les bolcheviks craignent de subir le même sort que le régime tsariste 4 ans plus tôt. La répression est sanglante. Dans la province de Tambov, où une insurrection de masse est écrasée par l'armée rouge, plus de 100 000 personnes sont emprisonnées ou déportées,
et au moins 15 000 exécutés. Celle-ci est accompagnée de réformes économiques, dont l'objectif est d'apaiser la colère paysanne et de relancer l'économie maintenant que la guerre a pris fin. C'est la naissance de la NEP, Nouvelle Politique Économique. Les réquisitions sont abolies en mars 1921 et remplacées par un simple impôt en nature. Le paysan est à nouveau libre de profiter de l'excédent de ses récoltes comme il l'entend. Pour que celui-ci puisse vendre ses récoltes, on réouvre les marchés en avril, puis on dénationalise les petites entreprises industrielles en juillet. Enfin, un décret en octobre annonce la remise en ordre de l'économie financière. Les banques et autres institutions financières font leur grand retour, et après quelques années d'expérimentation, une nouvelle monnaie fiable s'impose enfin en 1924. Mais la NEP ne peut pas réparer tous les dégâts de la Grande Guerre et de la guerre civile. La guerre mondiale a fait 3 millions de victimes militaires et civiles, et empêché, à cause de la mobilisation et de la misère, la naissance de 4 millions d'enfants. La période de guerre civile, si elle provoque moins d'un demi-million de morts au combat, fait près de 7 millions de victimes innocentes. Victimes de la faim, du froid, de la maladie, des pogroms ou du banditisme. Sans oublier qu'elle a prévenu la naissance de 5 millions d'âmes. La famine, qui frappe violemment le pays en 1921, provoque en plus la disparition de 5 millions de paysans, tandis que ce nouveau temps des troubles provoque la fuite à l'étranger de 2 millions d'émigrés. Les deux conflits ont mis l'ancien empire russe à terre. En 1921, son PIB n'est plus que le tiers de ce qu'il était en 1913. Les grandes entreprises produisent 7 fois moins qu'avant-guerre, l'agriculture près de 3 fois moins. Les élites dirigeantes russes, qu'elles soient impériales, rouges ou blanches, tout aussi coupables les unes que les autres, ont provoqué directement ou non la disparition ou la fuite de près de 17 millions d'âmes. La reprise démographique n'en sera pas moins rapide. En 1926, le pays aura déjà gagné 11 millions de nouveaux habitants grâce au retour de la paix et la mise en place de la nouvelle politique économique. Un empire est tombé et laisse sa place à un autre. La Russie s'efface devant l'Union soviétique. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé, partagé ou se sont intéressés à Italia 1497. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur et ça fait très plaisir de voir que vous me suivez là-dedans. Et merci à l'hébergeur 100% français Odeswitch d'avoir rendu cet épisode possible. N'oubliez pas que vous avez mon code Histoire10 en description pour profiter de 10% de réduction sur leur offre cloud. Enfin, merci aux membres qui soutiennent la chaîne chaque mois. Et maintenant que cette série sur la Russie est entièrement terminée, elle sera postée dans 1 mois en version longue sur la chaîne secondaire. Et ici, on traitera bientôt de l'histoire du peuple arménien. Alors je vous donne rendez-vous au prochain épisode d'Histoire.